Sébastien Volokov, directeur des établissements de l'Escale La Colline en Deux-Sèvres. Sur nos établissements en Deux-Sèvres, face aux problématiques de santé, nous nous sommes donné un axe de développement pour favoriser l'accès aux soins, la prévention et la promotion de la santé. Notre constat est double. D'une part, du côté des personnes, nous observons un fort besoin en matière de santé, physique, psychique, voire psychiatrique. Mais aussi, nous constatons des freins. Le non-recours à des causes multiples, qui explique la mise au second plan, voire l'abandon des questions relatives à la santé. Deuxième constat, l'environnement n'est pas toujours facilitateur. Le secteur de la santé est en difficulté, et cela tant sur la médecine hospitalière que sur la médecine de ville. Les déserts médicaux progressent, les délais de rendez-vous augmentent, des spécialités disparaissent. Nos publics fragiles connaissent alors plus de difficultés que la population moyenne pour anticiper, prendre en compte et agir sur les déterminants de santé. Nous avons saisi l'opportunité de créer un poste de chargé de mission santé transversal à l'ensemble des établissements et services. Il s'agit d'améliorer les constats, mieux connaître les besoins sur le terrain, soutenir les initiatives dans les services, mieux connaître les acteurs. Il s'agit aussi de renforcer notre présence dans les lieux stratégiques, tels que le Conseil territorial de santé à l'échelle départementale ou le contrat local de santé à l'échelle de la communauté d'agglomération. Nous devons être plus actifs dans les commissions où se déclinent les fiches d'action qui offriront des réponses aux besoins de santé de nos populations. Un autre axe est notre volonté de renforcer les relations partenariales avec notamment les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, ou la caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, notre volonté se manifeste par un volontarisme accru en matière de formation. De nombreuses initiatives sont accessibles à nos personnels comme à nos usagers. Bonjour, donc Sophie Magno, chargée de mission santé donc, sur l'Escale à Niort. Je suis en fonction donc, depuis 6 mois ici. La santé, selon l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc il y a 4 missions. La première mission donc, correspond à une représentation de l'association au sein des différentes commissions ou groupes de travail qui sont liés à tout ce qui est la démocratie en santé. Une deuxième mission, c'est une fonction de informationnelle à destination de tous les salariés, donc également au niveau de la direction par rapport à tout ce qui est appel à projet ou s'il y a une thématique sur les schémas départementaux, les choses comme ça, si on a besoin d'informations dans un cadre législatif. Et je peux aussi proposer toute une veille informationnelle sur les actualités en matière de santé pour tous les professionnels. J'ai également un troisième mission qui est de renforcement du partenariat. L'enjeu de ce travail partenarial, c'est que toutes les personnes qu'on accompagne puissent bénéficier de toutes les actions collectives que proposent tous les partenaires. Faire la promotion de la santé, c'est faire la veille informationnelle, c'est tout ça. En fait, c'est surtout de donner aux personnes les moyens d'avoir un contrôle sur leur propre maladie. Donc en fait, c'est aussi sensibiliser les professionnels au niveau de la littératie en santé, par exemple. La littératie en santé, c'est comprendre quand on va voir un médecin, qu'est-ce qu'on doit lui dire, c'est comprendre aussi les maladies, savoir faire la bonne recherche, poser les bonnes questions. Donc c'est donner aux personnes vraiment cette capacité d'agir en fait. Je pense que tous les professionnels font de la promotion de la santé. Je suis complètement référente et avec plaisir. Bonjour, je suis José Renaud, chef de service du pôle veille sociale et du pôle médico-social pour l'Escale La Colline à Niort. Donc les DL de soins santé sont des structures médico-sociales qui accueillent des personnes sans domicile fixe nécessitant des soins ne relevant pas d'une hospitalisation. Sur ce dispositif, on a 10 places financées donc, par l'ARS, donc 6 places qui sont installées sur Niort, donc à Sainte-Pezaine, et 4 lits qui sont installés sur le quartier des Brisons. Besoin, je dirais plutôt, dans la dimension médico-sociale en Deux-Sèvres, très important, puisqu'en fait, il y a, pour ne parler que des lits du public sans domicile, il n'y a que les lits halte soins santé. On leur apporte un accueil qui va questionner en fait la santé dans sa globalité et pas simplement la question du soin. Bien sûr, le motif médical, il faut un motif médical pour pouvoir rentrer sur les lits halte soins santé, mais on peut être aussi sur un état simplement de fragilité ou de fatigue extrême
sur des services d'urgence ou d'autres, qui permet en fait d'accueillir des gens sur les lieux de soins santé. On a accueilli ici des gens pendant 3 ans avec des problèmes d'oncologie importants, voire même de soins palliatifs. Ce qui est en dehors de l'objet des liens de soins santé, puisque non seulement on a une durée limitée, mais en plus on n'a pas une équipe qui est formée pour accompagner les gens dans ce type de problématique. On a un plateau, je dirais, pluridisciplinaire, avec des référents sociaux, une psychologue et du personnel soignant pour poser un peu la question globale avec un regard croisé par des compétences en fait qui s'influencent. Les lits de soins santé, c'est pas un hôpital de pauvres en fait. On fait pas que des actes de soins. On accueille des gens dans une dimension de santé globale. Justine Proutot, je suis psychologue et psychothérapeute. Je suis arrivée à l'Escale il y a 2 ans maintenant, donc j'interviens en tant qu'indépendante, principalement le mardi en fait. Donc je partage mon temps le matin pour proposer des espaces individuels de soutien et l'après-midi les temps de réunion. Ma pratique elle est plutôt vers l'aller vers, c'est-à-dire que je vais vers les personnes. Je vais plutôt me présenter dans un premier temps. Alors tout arrivant, toute personne qui arrive, je vais automatiquement me présenter mon rôle. Et après, ils peuvent me solliciter pour qu'on puisse prendre ces temps individuels de manière suivie, on va dire. Ou alors, ils m'interpellent de manière un peu plus ponctuelle. L'équipe peut aussi me solliciter parce qu'ils ont le regard sur le quotidien. Donc du coup, ça peut arriver que ce soit l'équipe qui me sollicite pour une personne en particulier. Et le but, c'est alors d'apporter un soutien psychologique, mais aussi de faire peut-être émerger une demande à terme et alors d'orienter. On peut parler de secrets partagés. Il y a des choses évidemment que je veux y garder. La personne qui est accompagnée, dans tous les cas, est au courant en fait que dans le cadre dans lequel on se rencontre est confidentiel, mais que si j'ai des questionnements, des inquiétudes aussi, je vais pouvoir leur demander s'ils sont d'accord que j'en parle à l'équipe. Ce temps est vraiment important. Et pour l'équipe aussi, parce que du coup, ça nous permet vraiment de se regrouper, d'échanger ensemble, de confronter nos différents points de vue. Enfin oui, c'est un moment très riche. Moi, je suis Adeline Simon, je suis référente sociale et je suis arrivée en juillet de l'année dernière. Elina Rivet-Bossé, je suis référente sociale sur les lieux de soins santé. Je suis arrivée en janvier 2021. Les missions des référentes sociales sur les liens de soins santé, c'est vraiment tout ce qui est démarche administrative. Sur les droits fondamentaux. Donc on va être sur les papiers d'identité, les ressources, la complémentaire santé solidaire. C'est ça. Après, il y a un travail autour du projet de la personne qui peut être fait. Savoir un petit peu où on est la personne en fait dans sa vie. En termes de logement, relogement, savoir un peu ce qu'on peut faire là-dessus, sachant qu'on travaille du coup en partenariat avec les autres services de l'Escale aussi, et qu'on essaye la plupart du temps de faire des orientations. De trouver un projet de sortie. Alors sur la partie animation, on a un projet bien-être, où on peut avoir des ateliers yoga, massage qu'on a mis en place. De temps en temps, il peut y avoir des sorties au restaurant. Tout à fait. Réunion toutes les semaines, tous les mardis après-midi, donc avec toute l'équipe. Donc Elina et moi, référente sociale, et Jérémy et Félicity, du coup, qui sont référents du quotidien. Et du coup, la nouvelle collègue nouvellement arrivée là aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'est vraiment et notre collègue psychologue aussi, qui intervient une journée par semaine sur les liens de soins santé. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de croiser les regards. Les partenaires principaux qu'on peut avoir, c'est nos collègues du SIAO, qui généralement suivent quand même les personnes. Après, l'hôpital, puisque c'est les orienteurs. Et puis après, une multitude en fait d'autres partenaires, sachant que nous, on va, comme on le disait, plutôt intervenir sur toute la partie administrative, droits fondamentaux, sociaux, accès aux droits communs. Et les autres partenaires peuvent intervenir sur ce qui est par exemple relogement, suivi de justice, les ambassades pour les papiers, enfin voilà. En termes de bénéfices, ça permet au moins un temps de pause
dans la rue en fait pour les personnes qu'on accompagne, que ça soit déjà géographiquement, physiquement, d'avoir un espace vraiment pour soi, un accès aux soins forcément puisqu'il y a l'équipe médicale, et au moins un échange avec une de nous sur la partie sociale où on essaye un peu de raccrocher les wagons. Mais si au moins ça c'est fait, qu'il a rencontré le médecin, qu'il a rencontré la psychologue et que sur le quotidien ça lui a permis vraiment de se poser et de se reposer, j'ai envie de dire que la mission elle est accomplie. Je suis le docteur Martin Barbaz, donc médecin responsable, coordinateur des LHSS Niort, et je suis aussi médecin hospitalier à La Passe, ancien médecin hospitalier à Niort, et ce qui aide beaucoup pour les relations avec l'hôpital pour tous les patients, accepter le patient ou ne pas l'accepter, enfin donner l'avis médical pur, de le soigner sur place et d'organiser les suites de prise en charge en coordination avec les médecins spécialistes qui s'occupent du patient de l'hôpital pour une prise en charge harmonieuse. J'interviens un peu moins sur les réseaux parce que normalement les patients sectorisés côté Brésil n'ont pas besoin d'un soin rapproché, enfin ou d'une surveillance médicale rapprochée. Donc moi je m'appelle Mélanie Charret et je suis infirmière à l'hôpital de Niort et j'interviens ici à 40% par semaine au travers d'une convention entre l'Escale et l'hôpital depuis 5 ans. Alors moi du coup il faut que j'organise, je dirais en amont et en aval, la prise en charge du patient. Les patients ils viennent pas que de l'hôpital, ils viennent parfois de l'hôpital, parfois de la rue. Parce qu'à la base, les Lialtes Soins Santé, c'est un centre pour accueillir des gens malades qui ne peuvent décemment pas être à la rue, qui n'ont pas d'hébergement. Ma mission, c'est quand même de me renseigner sur qui ils sont, pourquoi ils doivent rentrer, faire un petit check, quoi. Enfin, les prises en charge ici, elles sont vraiment très diverses. Donc, il faut s'adapter à chaque patient. Je suis Christian Suir, je suis suivi par le lien de soins santé depuis 3 ans. Mais je suis venu, comment je vais dire ça, par rapport à mon caractère. J'ai pas un bon caractère, du moins j'avais pas un bon caractère. Et je vois que ça s'améliore dans le bon sens. Après, comment je vais expliquer? Mon petit comportement avec des autres aussi, j'évite de m'énerver de trop par rapport aux autres, parce qu'il y en a qui m'agacent, qui m'énervent. Ils ne voient pas comme moi je voudrais. Ah. Alors c'est des démarches que j'ai fait beaucoup de mon côté. Moi, fin de ma vie, non. Oui. Mais encore un couple d'années. Donc moi c'est Jérémy, je travaille sur les Lialtes Soins Santé depuis septembre 2022. Mon quotidien sur les Lialtes Soins Santé, c'est veiller à ce qu'il manque de rien, on va dire, entre guillemets. C'est très vaste, hein. C'est veiller à ce qu'ils aient à manger pour le petit-déj, le café, veiller à leur confort, en fait, du quotidien. Sur Sainte-Pelaine, il y a 6 résidents, donc qui s'imposent à eux, naturellement. Donc le collectif, il y en a, ils n'aiment pas, ou ils apprennent. Donc mes missions, c'est aussi ça, de faire vivre un collectif. Il y a ça, hein. L'humeur des personnes accueillies. Quand il y en a qui sont bien lunés, ça va bien. Quand il y en a qui sont de mauvaise humeur, on doit faire avec, quoi. Et la vie en collectivité est difficile des fois. On évalue leur autonomie aussi à travers tout ça, ces petits actes de la vie quotidienne. Des fois on décommande les repas, on fait des ateliers cuisine par exemple. Je suis arrivé cette année, donc là on relance un petit peu les choses. Mais ouais, et puis ils participent à d'autres activités extérieures, au jardin solidaire à Niort aussi. Accompagné la semaine dernière là, par la psychologue. Il y a des petites activités qui se mettent en place. On fait du lien aussi avec le centre social à côté, où 2 fois par an, il y a le vesti-boutique, c'est des fringues gratos. On n'a pas de baguette magique, hein, ça c'est la grande phrase de l'Escale. On n'a pas de baguette magique, mais si on peut essayer de les orienter au plus juste, si on peut trouver du relais avec les autres structures, les autres dispositifs de l'Escale, ouais, si on peut, on le fait. J'étais venu avec plein de préjugés sur ce public-là, et qu'en fait, la vie, c'est fait de rencontres, en fait, et de chouettes rencontres. C'est, ouais, je vais arrêter sur ça. Je pensais pas. Mais c'est vrai que, ouais, mine de rien, j'ai aucun regret d'avoir signé là. Vraiment, c'est riche. C'est en termes de rencontres, d'échanges. Et vraiment, je crois que j'ai pas fini d'apprendre en fait. C'est que le début. Nathalie Cortès, directrice du pôle social 17.
Le pôle social 17 comprend des dispositifs d'urgence, les dispositifs d'insertion et les dispositifs de service de suite. Les dispositifs d'urgence du pôle social 17 sont à l'origine, voire la genèse, de l'association l'Escale qui a été créée en 1951 autour de la soupe populaire et ensuite sur un accueil de nuit. Le public que l'on reçoit est un public de personnes en grande précarité, en particulier des personnes SDF, mais on reçoit de plus en plus de personnes déclassées qui chutent, qui sont expulsées de leur logement. Ce public est confronté à des problématiques de santé mentale, à des problématiques d'addiction, à des problèmes de santé généraux, et on se doit de leur apporter une première entrée vers le soin et vers le soin généraliste et de qualité. Pour autant, dans le pôle social 17, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées. C'est-à-dire que nous n'avons pas de médecins, nous n'avons pas d'infirmiers, nous n'avons pas de psychologues, mais nous avons un partenariat très développé. Bonjour, moi je m'appelle Arthur Musset, je suis infirmier à Tremplin 17. C'est un centre de soins en addictologie. Je suis sur l'antenne de La Rochelle. Je viens sur l'accueil de nuit le mardi soir, une semaine sur deux. On rencontre toute personne qui est en questionnement ou en difficulté avec des addictions, que ce soit avec des produits ou des comportements. Et sur l'accueil de jour, je viens avec une collègue aussi, on fait du dépistage. Je vais rencontrer des personnes à leur demande. Il y a une proposition qui est faite aux personnes, mais après c'est à leur demande, pour évoquer tout questionnement en lien avec les consommations de produits, que ce soit alcool, tabac, stupéfiants. Souvent, quand j'arrive le mardi soir, j'arrive vers 17h30, on prend un temps avec l'équipe qui est présente pour qu'eux puissent me faire part des usagers qui leur semblent pouvoir être intéressés par des entretiens. Écoute, orientation, questionnement aussi des usagers. C'est un point d'entrée, ça peut être en tout cas un point d'entrée vers le soin. Bonjour, je suis Mélanie Marteau, infirmière sur le XAPA de l'hôpital de La Rochelle. J'interviens depuis quelques mois sur l'Escale, en particulier sur le service de la stabilisation. On a estimé en fait que le public précaire était assez éloigné du soin. C'est pourquoi on a décidé, sur une période d'1 an, de faire le test, de prendre le pari, de déplacer un infirmier dans les structures. C'est ce que j'essaye de faire par le biais d'actions collectives, d'animation de groupe au départ, faire beaucoup de prévention, d'information pour peut-être amener à une prise de conscience et à un premier contact en individuel sur une consultation. Il était question d'un temps médical associé. Donc là actuellement c'est donc un 40% infirmier. Et donc j'ai Sylviane Doumer qui est gastro-entérologue qui m'a rejoint, qui travaille également sur le XAPA. C'est de faire un bilan somatique, médical, parce que je suis d'abord hépato-gastro-entérologue, même si je travaille au XAPA depuis très très longtemps. C'est de l'amener vers le bien-être et psychologique et physique, et puis dépister, dépister les comorbidités. Donc mon rôle est complémentaire. Une fois qu'ils sont dans le soin, ils sont rassurés parce qu'effectivement il y a une démystification de la profession. Il y a vraiment une articulation entre leur travail dans le quotidien avec les personnes. Et ce qu'on a remarqué, c'est que mes interventions n'aboutissaient pas forcément à une prise de rendez-vous, mais par contre elles libéraient vraiment la parole autour des consommations pour eux après reprendre ça dans leur suivi, etc. Ça c'était intéressant. Ça va pas être forcément la quantité, mais la qualité pour ce type d'usager. Ça c'est important. Le XAPA, c'est en fait le centre de consultation en addictologie. Ça permet de recevoir les gens sur rendez-vous de manière anonyme et gratuite. C'est des rendez-vous qui peuvent être anonymes, à titre d'information, pour l'entourage comme pour la personne qui a un problème d'addiction.
C'est une structure donc, dans laquelle sont présents des infirmiers, des médecins, des psychologues, des assistants sociaux, parfois des éduques spécialisés, des éducateurs. Possiblement un poste d'éducateur aussi. Je m'appelle Dominique Rosa, je suis médecin au centre hospitalier de La Rochelle et je m'occupe de la permanence d'accès aux soins de santé. Alors c'est une convention, un partenariat qu'on a avec l'Escale depuis 2015. On qualifie maintenant d'aller vers, c'est être au plus près du public en fait, là où le public est, parce que l'objectif c'est aussi de pouvoir ramener après les patients sur l'hôpital. Depuis la loi sur l'exclusion en 1998, l'hôpital se doit d'avoir un dispositif pour pouvoir accueillir les personnes qui n'ont plus de couverture de santé ou qui sont très très loin du soin. Un rôle de faire des bilans de santé, examens cliniques, s'il y avait besoin de certains examens complémentaires, on peut les faire. On a aussi une passe dentaire. Alors depuis peu aussi, on travaille avec une sage-femme. On travaille vraiment avec les équipes qui sont présentes ici. Il y a quelque chose de très très positif, on a beaucoup de chance. Bonjour, je suis Leslie Bladier, infirmière de la PASS, service de permanence d'accès aux soins de la santé de l'hôpital de La Rochelle. On va spontanément vers les gens dans la rue, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, on se présente. Moi je leur explique mes missions et le but c'est de créer du lien et de les ramener vers le soin. Ils ne viennent pas spontanément dès le lendemain, mais on a quand même remarqué qu'on arrivait à les revoir quelques semaines après. En ayant l'accueil de jour et l'accueil de nuit, elle connaît beaucoup de monde. Ils peuvent aussi nous orienter des gens avec qui ils ont discuté ou pour qui ils ont remarqué des problèmes de santé. Donc ça c'est plutôt bien, il y a une collaboration d'orientation. Et du coup ça nous permet de faire et des permanences, donc ici 3 fois par semaine, mais on a aussi la possibilité on fait des consultations les mardis matins et les jeudis matins à l'hôpital pour les personnes qui ne fréquentent pas par exemple l'accueil de jour. Ce partenariat est bien parce que ça nous permet d'être sur différents lieux et de s'adapter un petit peu à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Léa Bernet, je travaille à l'accueil de jour accueil de nuit de La Rochelle depuis un bon nombre d'années maintenant. Référente maraude donc depuis 4 ans. Et donc la présence de l'ESCI sur les maraudes est très importante puisque ça nous permet de pouvoir faire un premier contact avec des personnes les plus éloignées du dispositif et ramener vers nos services, vers le soin, que ce soit physique ou psychologique avec le MPP. Il y a des personnes même qui ne connaissent pas le nouvel accueil de nuit parce qu'il est quand même assez récent et on peut même les ramener vers chez nous puisqu'on garde des places maraudes, lors de nos maraudes, des places à l'accueil de nuit pour pouvoir les mettre à l'abri. Combien de Morel, référent social sur les accueils d'urgence de La Rochelle et notamment sur les hébergements d'urgence pour les femmes. Les maraudes, c'est un moment essentiel et notamment avec Léa qui elle est beaucoup plus technique au niveau des animaux. Donc elle va nous permettre aussi d'avoir ce lien-là avec les personnes qui ont des animaux pour mieux comprendre un petit peu leur comportement, de savoir un petit peu ce qu'ils attendent aussi d'un accueil d'urgence. Et c'est ce qui va nous permettre après de pouvoir faire un lien. Donc il y a un premier travail qui est sur le terrain par les collègues. Et ensuite quand les personnes arrivent, nous ça nous permet déjà d'avoir un premier débrief de la personne, de comprendre comment on peut se positionner, comment on peut s'adapter à ces personnes-là. Et ensuite après il y a tout un travail qui est fait par l'ensemble des référents, agents et piliers, de façon à ce que les personnes puissent être accompagnées donc du coup vers les partenaires qui sont la PASS, le MPP, etc. selon les demandes. Donc, voilà. Françoise Montaubain, je suis le responsable du pôle solidarité de la Caisse primaire d'assurance maladie. En 2014, nous avons conventionné avec l'association l'Escale afin de pouvoir ouvrir des droits à la majeure partie des domiciliés, principalement, mais aussi surtout permettre aux bénéficiaires d'accéder aux soins. Chaque trimestre, l'association l'Escale nous envoie un fichier de tous ces domiciliés. À réception de ce fichier, nous vérifions dans nos fichiers
si l'assuré est connu, s'il a des droits, et s'il n'a pas de droits, eh bien, nous adressons un courrier à l'assuré qui est remis par l'escale aux bénéficiaires puisqu'ils sont domiciliés. Et ensuite, en vertu de ce courrier, eh bien, le domicilié répond et ainsi nous pouvons ensuite ouvrir des droits. Nous, en gros, nous avons à peu près 80% des bénéficiaires qui ont déjà des droits. Nous ne travaillons que sur les 20% restants. Et au terme des actions menées conjointement entre l'assurance maladie et l'association L'Escale, nous arrivons à un pourcentage d'environ 93% de personnes qui ont des droits ouverts et qui peuvent donc bénéficier de soins. Peut-être votre question sera-t-elle, bien sûr les 7% qui restent, eh bien ces 7% en question, ce sont souvent des personnes qui ne relèvent pas du régime général pour des raisons X, Y, Z. Elles ont travaillé pour la MSA, dans l'agriculture, etc. Donc elles relèvent du régime agricole. Ou alors elles ne peuvent pas ouvrir des droits parce qu'elles ne remplissent pas les conditions d'attribution. Avril Moya, Sandrine, je suis agent d'accueil au service domiciliation. On est chargé, voilà, comme le disait Madame Montauban, de réceptionner les courriers des personnes qui ont un droit ouvert à la Sécu. Et donc on leur distribue le courrier et en leur expliquant qu'il faut qu'ils se rapprochent de la sécurité sociale pour pouvoir en fait remplir le document avec un agent d'accueil. Donc nous, souvent les personnes qui viennent, ils ne savent pas comment ça se présente. Donc nous, on ouvre le courrier et on leur présente en fait, voilà, on leur explique un peu le contenu du courrier. On les dirige vers on les dirige vers la CPAM pour qu'ils puissent en fait bénéficier de leurs droits. Bonjour, je suis Fabien Moreau et je suis conseiller technique en action sociale à la CPAM de Charente-Maritime. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une convention qui a été signée entre la Caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse d'allocation familiale, mais également les structures d'accompagnement afin de favoriser l'accès aux droits et aux soins des publics les plus précaires et les plus fragilisés. Effectivement, on s'inscrit dans une démarche d'aller vers ce public qui, par habitude ou par coutume ou par situation de précarité, ne se déplacent pas auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie pour faire valoir leurs droits. Alors c'est important dans le cadre de l'accès aux soins pour que les soins qui ne sont pas réalisés depuis un certain temps soient réalisés le plus rapidement possible avec notre accompagnement personnalisé que l'on met en place. Depuis le début de l'année 2023, nous avons déjà réalisé des permanences auprès de ce type de public au sein de structures d'hébergement. Nous avons déjà accompagné une quinzaine de personnes lors d'une première permanence en février et aujourd'hui il est prévu de recevoir également quelques assurés pour faire un tour global de leur situation et leur faciliter l'accès aux droits et aux soins. Et bien l'intérêt c'est d'éviter que certains assurés ne se soignent plus ou se soignent mal ou ont l'impression d'être délaissés alors que cette démarche d'aller vers est justement là pour éviter cette rupture de droits et de soins. Pour un meilleur accompagnement des assurés, on va au-delà de l'accompagnement des assurés, c'est-à-dire qu'on informe, voire on forme les référents qui accompagnent ces assurés pour que ces référents soient informés de l'offre de services, pour qu'ils soient également acteurs et réactifs sur des situations de précarité qu'ils rencontrent au quotidien, pour agir rapidement en partenariat avec nous, Caisse primaire d'assurance maladie. Vous avez vu tous ces partenaires, nous tâcherons de les développer dans l'avenir et ils sont absolument nécessaires pour l'ensemble des publics reçus. En 2015, le premier service accueillant des mineurs non accompagnés, garçons ou filles, âgés de 15 à 21 ans, ouvre ses portes à La Rochelle. Face aux arrivées de plus en plus nombreuses de ces mineurs en Charente-Maritime, les services se développent. Le DAMINA à Rochefort, les Abrimi et le HUMNA, hébergement d'urgence 24/24 au Cordeliers. En 8 ans d'ouverture, le pôle MNA en Charente-Maritime est passé de 15 à 180 places.
Pour ces adolescents déracinés, loin de leur famille, devant faire face à leur peur, au traumatisme de l'exil, le suivi de leur santé a toujours été un axe prioritaire dans l'accompagnement, comme l'a inscrit M. Tal dans le projet de service en 2015. À La Rochelle, le partenariat avec les acteurs de santé s'est étoffé d'année en année. À Rochefort, le suivi de la santé est plus complexe. Les professionnels font face à une pénurie de médecins généralistes. Les infirmières répondent à des besoins d'écoute indispensables. Elles accompagnent ces jeunes à prendre soin d'eux et à devenir de plus en plus autonomes dans le suivi de leur santé. Ces mineurs découvrent l'accès aux soins gratuits, ils utilisent leur carte vitale, ils choisissent leur médecin traitant. Pour conclure, un grand merci à tous les professionnels santé ou éducatifs qui œuvrent au bien-être de ces mineurs. Et un clin d'œil à Nathalie Blin et Delphine Sahuc pour leurs conseils, leur disponibilité, et à Marie, Catherine, Virginie, Maude et Céline, nos infirmières préférées. Maude Joguet, je suis infirmière à l'Escale depuis 2018 et je travaille sur le pôle MNA, le pôle des mineurs non accompagnés. J'interviens sur différents sites, j'interviens sur le site des Cordeliers qui est le foyer d'accueil à l'arrivée. Après, on a une 50aine de places aussi en diffus en appartement à La Rochelle. Et j'interviens aussi au Damina à Rochefort, où là il y a 67 places et c'est que du diffus, que des appartements. Donc mon travail au quotidien avec les mineurs, c'est avant tout de faire des dépistages. Alors sur le soin, quand il arrive, on va lui faire le dépistage de la tuberculose, donc avec une petite piqûre à l'avant-bras et une radio pulmonaire. Ensuite, il va aller au Cégide faire une prise de sang, dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Ensuite, en fonction des résultats, ils sont orientés vers des spécialistes. On peut aussi mettre en place la vaccination contre l'hépatite B pour les jeunes qui ne sont pas protégés. On travaille avec plusieurs partenaires. Il y a le centre de vaccination des voyageurs de la ville de La Rochelle qui vaccine nos jeunes. Ensuite, pour le suivi psychologique, on travaille en collaboration avec la Maison des adolescents et des jeunes adultes. Nous avons aussi un partenariat avec l'association AIDE qui lutte contre le VIH. Eux, ils interviennent toutes les 8 semaines dans notre structure pour faire un atelier de prévention et d'éducation à la sexualité. On aborde aussi différents sujets globalement sur l'éducation à la santé. On a un partenariat aussi avec Addiction France qui intervient une fois par trimestre pour parler addiction avec les jeunes. Donc alcool, cigarettes, cannabis et autres. Plusieurs fois par semaine, à l'accueil de jour, il y a la passe qui vient donc le lundi, le mercredi, le vendredi matin. La permanence d'accès aux soins de santé vient faire des consultations. Et du coup, il y a un docteur. Donc pour nos jeunes qui n'ont pas de couverture sociale, on peut se rendre là-bas. C'est vrai qu'au quotidien, c'est vraiment les jeunes en fait qui nous animent. C'est vraiment un public avec lequel c'est très agréable de travailler. Ils sont assez faciles. Après, il y a du travail, ils sont nombreux, avec plusieurs problématiques de santé. C'est sûr que c'est pas toujours léger comme travail, mais franchement, ils nous le rendent bien. Donc, je suis Céline, infirmière sur le pôle MNA de La Rochelle, depuis 6 mois maintenant. Le travail, c'est l'accompagnement des jeunes sur le plan médical, les emmener à leur rendez-vous. Dès le début, de toute façon, il y a des choses obligatoires. Donc c'est effectivement d'identifier des pathologies qui pourraient être sur un plan collectif contagieuses, notamment la tuberculose. Et puis, c'est de faire un check-up en fait pour voir s'ils sont en bonne santé. Et s'ils ont quelque chose, pouvoir les traiter aussi. Parce qu'il y a des choses qui se soignent en fait, donc pour éviter qu'une maladie se développe. Et ensuite, une fois qu'ils sont reconnus mineurs et qu'ils sont mis à l'abri dans notre dispositif, après c'est tout l'accompagnement de soins dont ils ont besoin. Sur le plan individuel, il y a un accompagnement. Pour les filles, on leur propose le CPEF, le Centre de Planification et d'Éducation Familiale, où là elles rencontrent une sage-femme. Alors au départ, ça se fait en petits groupes. Et là, on leur parle du droit des femmes, de la contraception. On a des cultures complètement différentes, donc c'est important d'apporter ce sujet. On travaille également avec la MDA, donc un accompagnement psychologique. On n'est pas des psychologues et en fait, il y a des jeunes en difficulté, qui ont un parcours difficile et savoir pouvoir relayer en fait aux professionnels dédiés en fait à ça. Ce qui me plaît en fait, alors j'ai vraiment découvert cet univers-là, donc c'est le public déjà qui est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire dans les soins, parce que je fais aussi du domicile, mais là c'est cette approche-là qui est différente. C'est aussi le travail avec les éducs,
de voir toute la charge de travail, enfin tout ce qu'ils font sur le plan social au quotidien, l'accompagnement éducatif. C'est de faire de la prévention, puis de voir ces jeunes évoluer aussi, ça fait vraiment plaisir. Bonjour, Fela Belladjine, coordinatrice du pôle des mineurs depuis avril 2021. Depuis janvier, je m'occupe exclusivement de l'accompagnement des mineurs sur le collectif, du HU et de la mise à l'abri. Ça consiste à l'accompagnement des mineurs vers l'autonomie, dans leurs projets professionnels et dans la préparation de ces jeunes à pouvoir être orientés dans de bonnes conditions vers des structures pérennes. Donc l'objectif, c'est vraiment de les préparer au mieux et qu'ils soient prêts, que ce soit dans la santé, dans la scolarité et dans l'autonomie. Quand on fait la préadmission aux abris-mis, on sait, enfin le contrat d'entrée à l'abri-mis, on a déjà tout le volet santé. On sait quel traitement ils ont, on sait quelle radio ils ont. Enfin, vraiment tout le dossier santé. Là, aujourd'hui, à l'admission, on va surtout être vigilant que le jeune, si ce jeune-là qui part aujourd'hui en appartement, il a beaucoup de rendez-vous dentistes, par exemple. On a un partenariat qu'on essaye de maintenir du mieux possible avec les soins dentaires, sachant que les spécialistes, les rendez-vous sont tous les 3 à 6 mois, et si on loupe un rendez-vous, c'est raté. Donc là, je vais être insistante surtout pour qu'ils respectent ces rendez-vous, pour qu'ils soient vigilants aux dates et aux horaires, parce qu'il peut être présent en rendez-vous, mais pas forcément à la bonne heure. Lors des réunions d'équipe, le mardi après-midi, c'est un point exclusivement dédié à la santé, point santé. Et tous les vendredis après-midi, Maud et Céline nous font un récap santé pour toutes les urgences qu'il y a dans la semaine et les semaines à venir. Je suis Elodie Guichard, chef de service dans la Vienne, dans le 86, sur les 2 accueils de jour et sur la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants. Alors l'éducation thérapeutique, ETP pour plus court, ça s'adresse à des patients qui sont atteints de maladies chroniques et à leur entourage. L'objectif, en fait, c'est que ces personnes puissent acquérir des compétences en fait, dont ils ont besoin, elles ont besoin pour se soigner et aussi pour améliorer leur qualité de vie, en fait, améliorer leur quotidien. En fait. Nous, on est axé sur les maladies neuroévolutives et donc l'éducation thérapeutique, on le propose à des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Et on les rencontre une première fois en ce qu'on appelle en diagnostic éducatif. C'est un bilan individuel où on va faire connaissance et on va essayer de comprendre un petit peu quels sont leurs besoins. Et puis après, nous, on a choisi de proposer 3 ateliers. Un premier atelier où on va leur proposer déjà de faire connaissance, parce que c'est un atelier en groupe, où ils vont un petit peu s'exprimer sur leurs ressentis, sur leur vécu de la maladie, et aussi verbaliser toutes les représentations qu'ils ont de cette maladie. On a un deuxième atelier qui est sur les différents systèmes de mémoire, comment ça se passe au niveau du cerveau, et puis aussi comment pallier à cette mémoire qui flanche, quelles sont leurs propres astuces et comment ils peuvent les communiquer au groupe. Voilà. Le troisième atelier, c'est sur le traitement non médicamenteux. On l'appelle « Il n'y a pas que le traitement ». Il n'y a pas que le médicament, pardon. Et donc là, on parle de l'activité physique, sortir de la solitude, tout ce qui peut maintenir ou améliorer en fait leur pathologie. Il n'y a pas de médicaments sur ces maladies, donc qu'est-ce qu'on peut faire à la place? C'est faire de l'activité, c'est bien manger, bien dormir, faire du lien social, sortir de la solitude. Et ça va maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. Quand ils ont compris ça, bien sûr, ouais, c'est thérapeutique. Et à l'issue de ces 3 ateliers, en fait, on leur propose un bilan à nouveau en individuel pour voir si on a répondu à leurs besoins.
Et à la suite, 6 mois après, on se revoit pour faire un point. Du coup, il n'y a plus l'aidant qui peut parler à la place d'eux, c'est eux qui parlent. Et donc, on recueille des paroles on n'a pas forcément quand on les voit les premières fois avec l'entourage. Ça, c'est intéressant. Voilà. On est en train d'évoluer et on est en train de se dire que par contre, on va impliquer de plus en plus les aidants sur 1 ou 2 ateliers supplémentaires. Derrière, il y a tout un process, il faut être formé aux 40 heures OTP. Donc l'équipe là, qui est composée de Gina qui est AMP et de Françoise qui est infirmière coordinatrice et de moi-même, on est toutes formées aux 40 heures OTP. Ces maladies chroniques et qui ont un futur un peu sombre, de se rendre compte qu'ils peuvent mettre en place des choses et avoir un futur. Je suis Françoise Timonier, AMP à l'accueil de jour à l'abri d'Olivier depuis octobre 2017. L'arrivée des usagers se fait vers 10 h. Ensuite, on prend le café accompagné d'un petit gâteau. Nous trouvons ensemble la date du jour. Il y a les activités qui s'enchaînent ensuite, activités motricité ou activités atelier mémoire. Le repas à midi. Un petit temps de pause pour ceux qui souhaitent faire la sieste. Et dans l'après-midi, nous avons des activités, jeux, promenades. Ensuite, il y a le goûter et le retour au domicile qui se fait aux alentours de 16h45, 17h. L'accueil de jour génère beaucoup d'entrées et de sorties des usagers, des placements et aussi beaucoup de nouvelles entrées. Donc il y a un mouvement perpétuel au sein de l'accueil de jour. C'est la dynamique que l'équipe de l'accueil de jour met en place auprès des usagers, aussi bien dans la relation avec les familles. Il y a un lien qui s'est créé qui est beaucoup plus fort qu'avant et aussi toute cette dynamique-là au travers de l'impulsion qu'on peut y mettre, au travers des activités. On travaille aussi en lien avec le département. Ils nous appellent quand ils ont des personnes pour des dossiers qui peuvent être un peu compliqués. On travaille aussi un peu avec les médecins et les infirmières libérales qui peuvent intervenir en extérieur pour tout ce qui est soins, insuline, les traitements de diabète. L'accueil de jour apporte un temps de répit aux aidants. Nous, en tant que dans l'équipe, on sait que le travail qu'on apporte, tout l'accompagnement qu'on fournit auprès des usagers, on sait qu'on l'apporte aussi auprès de la famille. Avec le service des aides à domicile et du SIAD qui interviennent chez les usagers. Et nous, le matin, quand on doit passer pour aller les chercher pour le transport du matin, ces personnes-là ont déjà été prises en charge en amont, pour qu'elles puissent être prêtes dès 9 h, parce que notre transport s'effectue entre 9 h et 10 h. Et on est en lien aussi avec la plateforme de répit. Quand les personnes bénéficient du baluchonnage, viennent ou Sandrine ou d'autres personnes viennent faire visiter aux usagers l'accueil de jour, en leur montrant également les 2 oliviers qui veillent sur nous, qui donnent de la vie à l'établissement. On est toujours à la recherche d'une meilleure prise en charge des usagers, une très bonne collaboration avec les équipes extérieures à l'accueil du jour, la plateforme de répit, SIAD, aide à domicile, pardon. Et c'est une vraie transversalité. Les usagers se sentent bien à l'accueil de jour parce qu'il y a cet esprit familial. Trouver les copains, c'est ce qu'ils disent. Je suis Monsieur Poussier, je viens à l'accueil de jour pour accompagner mon épouse qui vient 2 fois par semaine. Monsieur Poussier, depuis combien de temps vous utilisez entre guillemets nos services à l'Escale? Ça doit faire 1 an et demi. Vous avez fait la formation des aidants. Donc la première c'était les 4 après-midi avec les gériatres. Oui, c'est ça. Donc, et la deuxième, c'était des intervenants différents. Il y avait un médecin, il y avait
ergothérapeute, non. Ah oui, c'était la motricité. C'était via la conférence des financeurs. Ouais. Pour faire simple, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que quand on est tout seul face à cette maladie, on est un peu perdu et il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses, et là j'ai eu pas mal d'explications sur le comportement de mon épouse, sur des choses qui sont difficiles à vivre, mais j'ai bien appris qu'il fallait, tout ça c'était pas de la faute de mon épouse, c'était là, il fallait que j'accepte, ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs. Je suis tranquille quand elle est là, parce que je sais elle semble heureuse d'être là, et puis elle reconnaît les gens, ce qui n'est pas toujours simple, mais là elle reconnaît, donc pour elle ça va très bien, et donc moi je franchis la porte et je suis tout à fait rassuré. Super, donc on est et d'accord. Je peux profiter du Voilà. répit. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc Ouais. super. Et du coup, un petit souvenir du dernier séjour à Tours, de la visite du château. Oui. Ouais. Moi je fais. La bus, le car qui est tombé en panne. Oui, c'est ça. Mais non, j'ai bien apprécié l'ensemble des. Puis vous avez fait connaissance de famille, comme vous. Oui. Ouais. Vous avez gardé des contacts. Certains, il y a des personnes que j'avais déjà vues en formation, que j'ai revues là-bas. Et je pense que, puisque cet après-midi il y a une présentation, je vais en revoir des personnes. C'est ça, on fait un goûter avec le retour des familles en fait. Sur les services, donc on a parlé de la formation, les ateliers motricité. Après, le psychologue, les services de la plateforme de répit, vous les avez utilisés? Psychologue. Augustine? Non. Éléonore. Éléonore. Ouais. Avec qui j'ai des rendez-vous réguliers. C'est bien, on discute. Je trouve ça très bien, super. Alors que c'est pas ma nature, hein. Je n'irai pas voir. Et puis je trouve que c'est bien de pouvoir discuter. Bon, après, il faudra peut-être mettre en place la toilette avec un SIAD ou une infirmière libérale. À un moment donné. On en parlera. Oui. Alors moi c'est Stéphanie, je suis à l'Escale depuis 15 ans. Je suis aide-soignante depuis 15 ans. J'ai quitté l'école d'infirmière et je suis venue directement à l'Escale. Je la prépare, nursing et habillage. Et après, je l'installe au petit déjeuner dans la cuisine. On essaye de laisser le maximum l'autonomie au patient. C'est-à-dire que s'il peut se servir de ses bras, comme Madame Bouzon par exemple, on lui passe le gant, elle se fait le visage, la poitrine, les bras. Puis nous, on fait toutes les petites choses qu'elle ne peut pas atteindre. Le dos, parce que les bras sont des fois trop courts, comme on dit. Et comme ça, elle fait pour favoriser l'autonomie. C'est comme le gasoil, le temps chauffe. On n'a pas de temps prédéfini. La moyenne va être 25 minutes, une demi-heure pour une toilette au lavabo simple. Ouais. Ça peut être un peu plus long si on a une toilette au lit. Des personnes qui sont alitées, qui ne peuvent pas se déplacer seules et qu'on a besoin de mobiliser. Ce qui est le plus important, comme disait notre président, c'est de maintenir la personne âgée au domicile. Donc du coup, nous, les soignants, on est là pour ça. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à recruter les soignants de nos jours. Pour moi, l'impact du manque de recrutement au quotidien auprès de la personne âgée et aux soins, c'est plus de personnes à s'occuper le matin, du coup moins de temps à s'occuper de la personne elle-même. Comment dire, on essaye de faire au mieux pour la personne évidemment, de rester au maximum pour lui apporter tout ce qu'elle a besoin, parce que des fois on est les seuls intervenants sur place, il n'y a pas de famille, donc que ce soit nous les aides à domicile ou autres intervenants de l'Escale, si on ne nous donne pas le temps de faire parce qu'on n'a pas assez de personnel, on a beaucoup trop de travail, on ne peut pas prendre le temps auprès de la personne et nous ça nous épuise moralement, physiquement. Et puis ça impacte sur le patient lui-même aussi.
L'avantage à l'Escale, c'est que c'est une association au niveau du soin qui regroupe différents secteurs. Et il suffit d'appeler un numéro, le 05 46 42 48 09. Et on est en ligne avec une secrétaire qui enverra la personne selon ce qu'elle a besoin, d'aide à domicile, d'aide-soignante, infirmière, de l'accueil de jour Alzheimer. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Laurence et puis ça fait 17 ans maintenant que je fais aide à domicile. Ah, Madame Blouson. Il y a Laurence qui est arrivée. Alors on pratique, nous, non. Enfin les soins, on va mettre les bas de contention, on va mettre les appareils auditifs, on va mettre des crèmes, mais après nous ça s'arrête là, on fait pas de soins. Elle finit la toilette. En général, les toilettes et les petits déjeuners, ça se suit, donc on se croise quoi. Hein. On est des lanceuses d'alerte, comme il a été dit une fois, et c'est vrai. Parce qu'on voit tout de suite hein, qu'on a l'habitude d'aller chez les gens, on voit malheureusement des fois quand ça évolue pas du bon côté. Donc là, évidemment, là, on peut tout de suite signaler s'il y a un souci quelconque. Là, cet après-midi, on a une réunion, donc on va parler s'il y a des usagers. Donc c'est des réunions par secteur, là. Hein. Donc là, cet après-midi, on va parler d'un secteur de La Rochelle, donc des collègues où on travaille à peu près dans le même quartier ou chez les mêmes personnes. Allez-y. Donc voilà, après le relais, aide-soignante pour la toilette, et puis on passe le relais à l'aide à domicile. Ici. Donc là, je marque les soins que j'ai effectués. Allez, attendez, je vais vous l'ouvrir. En fait, ça m'aide beaucoup parce que depuis que je suis tombée, là, que je me suis cassé le côte du fémur, il y a beaucoup de choses que je faisais avant que je ne peux plus faire. Enfin, j'essaye de le faire parce que je ne veux pas rester comme ça, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Mon mari était malade, mon mari avait un cancer au poumon, donc je l'ai soigné là. J'ai pris l'hôpital à Chadé à la maison. Donc, après que j'ai soigné mon mari, il a fallu que je le monte là-haut pour le laver dans la baignoire. Puis quand le docteur, puis j'avais une hernie discale, il me faisait des infiltrations dans la colonne vertébrale. Puis quand je suis montée là-haut, le docteur il a vu, il dit non, j'en peux plus. Il m'a dit non, il faut vous faire aider. Il me dit il ne faut pas rester comme ça. Comme j'avais l'escale, avant c'était pas l'escale, ça s'appelait, mais c'était des infirmières, on les prenait, elles venaient nous faire les piqûres, les soins comme ça. Donc j'ai dit je vais continuer avec l'escale. Au départ j'étais prestataire, et puis après à la longue je suis devenue mandataire. Après parce que les enfants voulaient mettre en EHPAD. Puis moi j'ai pas voulu y aller parce que j'ai ma maison. Et, ah oui, parce que quand on ne voit personne, enfin je vois pas grand monde. Donc c'est vrai que ça me fait une compagnie.